5%. C'est le taux que les États-Unis paient maintenant sur leur dette à 30 ans. Alors pourquoi Donald Trump, au même moment, félicite-t-il 3 pays qui viennent de se passer de lui? Attendez, parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas une simple bevue diplomatique. C'est un homme qui applaudit sa propre exclusion en direct sur son propre réseau social pendant que son pays paie la facture d'une décennie de décisions erratiques. Le 7 août 2026, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan ont signé un pacte de défense mutuelle à la Mecque. Un attentat contre l'un devient un attentat contre les trois. C'est littéralement le principe de l'article 5 de l'OTAN, sauf que cette fois, Washington n'est même pas invité à la table. Ce n'est pas juste une histoire de diplomatie moyen-orientale. C'est un problème de crédibilité américaine qui s'effondre sur 3 continents en même temps. Et Donald Trump, lui, choisit ce moment précis pour aller flatter Kim Jong-un aux dépens d'un allié historique, la Corée du Sud. 2 questions vont nous suivre pendant toute cette vidéo. Pourquoi un président américain féliciterait-il publiquement un pacte forme? Parce que son propre pays a échoué à protéger ses alliés. Et pourquoi, au même moment, sacrifie-t-il une alliance vieille de 70 ans pour faire plaisir à un dictateur nord-coréen? Je vous promets qu'on va descendre 3 étages sous la surface. D'abord, ce que Trump a vraiment dit. Ensuite, le mécanisme qui explique pourquoi il l'a dit. Et enfin, ce que coûte réellement aux États-Unis, chiffre à l'appui. Et dès le départ, un fait concret pour que vous sachiez que rester vaut le coup. D'après un rapport récent, l'année dernière, le service de la dette américaine a de passe 1300 milliards. Retenez ce chiffre. On va y revenir et il va prendre un tout autre sens dans 20 minutes. Alors revenons au fait brut. L'accord signe à la Mecque n'est pas sorti de nulle part. Selon l'Atlantic Council et Al Jazeera, l'Arabie Saoudite et le Pakistan avaient déjà un accord bilatéral signé le 17 septembre 2025 à Riyad. Ce qui a changé en août 2026, c'est l'entrée de la Turquie dans le dispositif, ce qui transforme un accord bilatéral discret en une vraie alliance militaire régionale. Et il faut savoir un truc important, cette alliance arrive après une série de frappes ayant touché des pays du Golfe dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. En clair, ces 3 pays n'ont pas construit ce pacte par enthousiasme. Ils l'ont construit parce que le parapluie de sécurité américain dans la région ne tenait plus debout. Et voilà où cas devient intéressant. Donald Trump aurait pu rester silencieux. Il aurait pu, au minimum, exprimer une inquiétude stratégique face à une alliance qui exclut explicitement les États-Unis. À la place, il a écrit sur son réseau, je cite le message exact, rapporte par plusieurs médias, dont le Deccan Herald et India TV, très heureux de voir que l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan ont enfin signé l'accord de défense conjointe de la Mecque. Ça montre comment le Moyen-Orient se rassemble et comment les pays vont enfin pouvoir se défendre de manière plus significative. Grand, audacieux et important premier pas. Regardez bien CA. Un président américain qui félicite une alliance militaire crie précisément parce que son pays a échoué à protéger la région comme si c'était lui qui venait de conclure un deal. Le président turc Erdogan, lui, a déjà précisé que le pacte reste ouvert à d'autres pays arabes, avec l'Égypte pressentie comme prochain membre. Le Qatar a salué publiquement l'initiative comme une preuve que les nations arabes reprennent le contrôle de leur propre sécurité. Et pendant ce temps, en Israël, c'est la panique. Le ministre de la Défense Israël Katz, jusqu'au bureau de Netanyahou lui-même, on qualifie cette alliance sunnite de menace directe. Donc vous avez un allié historique des États-Unis, Israël, qui tire la sonnette d'alarme pendant que le président américain applaudit. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste une formule maladroite, un tweet lance sans réfléchir, comme il en pond des dizaines chaque semaine. Sauf que non. Parce que ce même jour, quasiment en parallèle, Donald Trump publie un second message, cette fois sur la Corée du Sud. Et là, le motif devient impossible à ignorer. Voici ce qu'il a écrit. Rapporte notamment par CNN et CBS News, le 6 et 10 à 7 au 2, 1026, base sur ma très bonne relation avec Kim Jong-un de Corée du Nord. Je ne suis pas content du fait que les États-Unis acceptent depuis longtemps de participer à des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. Ces exercices ne sont pas seulement coûteux, avec une grande partie payée par les États-Unis comme d'habitude, mais ils envoient un signal totalement inapproprié et hostile. Trump a ensuite ordonné à son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, de réduire substantiellement ces exercices.
Vous voyez le problème ? Un allié officiel, la Corée du Sud, traite comme un fardeau au nom d'une bonne relation personnelle avec le dirigeant du pays qui menace justement cet allié depuis 70 ans. Et selon CBS News, ce virage arrive juste après que Seoul a refusé d'aider Washington sur le dossier de la dénucléarisation iranienne. Ce n'est pas de la maladresse. C'est une manière de faire, répète, où une alliance ne vaut plus rien dès qu'elle cesse d'être utile à l'ego du président. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement ce tweet isole, c'est que ces deux histoires, le pacte de la Mecque et le recul face à la Corée du Sud, sont exactement le même mécanisme, applique à deux régions différentes. Dans les deux cas, des alliés constatent que le parapluie américain n'est plus fiable. Et dans les deux cas, la réponse de Trump est de se rapprocher de l'autocrate plutôt que de rassurer l'allié. La même logique qui pousse l'Arabie Saoudite à se tourner vers la Turquie pousse aujourd'hui la Corée du Sud à se poser des questions sur sa propre dépendance militaire aux États-Unis. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Parce que pendant que Trump se félicite d'un pacte qui l'exclut et sacrifie un allié pour un dictateur, un deuxième dossier avance en parallèle, presque invisible dans la couverture médiatique classique, et il touche directement votre poche si vous êtes américain, et indirectement toute personne qui détient des dollars. Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait dans la manière dont l'administration parle de force américaine ces derniers mois, il était fonde. Parce que voici ce que dit vraiment le tableau d'ensemble, selon plusieurs analyses reprises notamment par le Washington Post sous la plume de Fareed Zakaria, l'administration Trump a, je cite, l'esprit général de l'analyse, incite de nombreuses autres alliances à exister sans Washington. L'exemple le plus clair, c'est l'architecture commerciale extérieure de l'Union européenne. Bruxelles a conclu un accord intérimaire avec le Mercosur, entre en application provisoire en mai, ferme des négociations avec l'Australie en mars et avance sur l'Inde et l'Indonésie. La Malaisie et les Philippines sont déjà dans la file. Et la Commission européenne construit un cadre avec le partenariat transpacifique, avec lequel elle a déjà des accords bilatéraux couvrant 10 à 12 membres. Qui se retrouve au centre de tout cas ? Le Premier ministre canadien Mark Carney, qui relie l'accord transatlantique, signe avec l'Union européenne aux alliances du Pacifique lors de son récent voyage à l'ASEAN. Pendant ce temps, le commerce entre l'Inde et l'ASEAN a atteint 128 milliards de dollars sur le dernier exercice fiscal, alors même que Trump a imposé des tarifs douaniers massifs à l'Inde, poussant New Delhi à diversifier ses partenariats loin de Washington. Et il y a un détail qui change toute la lecture de cette affaire. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, ce même pays que Trump vient de féliciter pour son pacte de la Mecque, a déclaré publiquement cette semaine « Je considère extrêmement important de mentionner l'amitié éternelle et la coopération sincère de notre grand ami, la Chine, et de son président Xi Jinping. L'amitié entre la Chine et le Pakistan est plus haute que l'Himalaya. En clair, l'allié même que Trump félicite pour un pacte qui exclut les États-Unis est déjà, publiquement et sans ambiguïté, plus proche de Pékin que de Washington. Il ne prend pas les États-Unis. Il constate simplement que l'offre américaine n'est plus la meilleure sur le marché. Ce qui nous amène à Elbridge Colby, numéro 2 au Pentagone, celui-là même qui a passé des années à construire une politique de découplage vis-à-vis de la Chine et à multiplier les menaces publiques envers Pékin. Aujourd'hui, selon plusieurs rapports, Colby demande à être reçu en Chine et Xi Jinping refuse tout simplement la visite en utilisant comme levier le contrôle chinois sur les terres rares, ces matériaux indispensables à l'industrie de défense américaine. Il poursuit une politique de confrontation pendant des années et il se retrouve aujourd'hui à mendier un rendez-vous que Pékin peut se permettre de refuser. Il applique une politique dure sans avoir le levier économique pour la soutenir et maintenant il en paie le prix. Il faut être honnête 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce que ce paragraphe compte autant que le reste. L'argument le plus solide du camp de Trump sur la Corée du Sud, c'est que réduire des exercices militaires coûteux, en partie financés par le contribuable américain, est une décision budgétaire défendable en soi. Ce n'est pas un argument ridicule. Plein de pays réévaluent régulièrement le coût de leurs engagements militaires extérieurs et personne ne devrait prétendre que chaque dollar de dépenses en exercice conjoint est automatiquement justifié. Sauf que la propre justification de Trump contredit cet argument budgétaire. Il n'a pas invoqué un audit financier, ni une analyse coût-bénéfice.
Il a explicitement cité dans son propre message sa très bonne relation personnelle avec Kim Jong-un comme raison première de la décision. It led timing zum just etwas les secourent die coupé sous l'Iran. Un choix budgétaire honnête ne se justifie pas en invoquant l'amitié avec le dirigeant du pays qui menace la vie concerne. Il n'a pas négocié un seul accord. Il a applaudi sa propre exclusion et il a appelé CA une victoire personnelle. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que pendant que ces alliances se recomposent sans Washington, le deuxième fil de cette affaire touche directement les fondations financières et militaires du pays, et il est encore plus grave que le premier. Il faut savoir un truc important sur les chiffres avant d'aller plus loin, parce que c'est là que tout se rejoint. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans se maintient bien au-dessus de 5%, un niveau qui rend le service de la dette américaine de plus en plus lourd, avec des paiements d'intérêts annuels qui approchent les 1300 milliards de dollars, exactement le chiffre que je vous avais demandé de retenir au tout début. Et pendant cette même période, les États-Unis ont connu l'une des ventes d'obligations du Trésor les plus faibles de leur histoire récente. Un marché qui n'a plus très envie de prêter à long terme à un pays dont la trajectoire budgétaire inquiète. Et voici l'argument qui devrait vous heurter net. Le vice-président J.D. Vance, lors d'une audition confirmée au Sénat et reprise publiquement depuis, a expliqué que le statut de monnaie de réserve du dollar ressemble, selon ses propres mots, à une malédiction des ressources, comme le charbon en Appalachie. Il a explicitement dit que cette position permettait aux consommateurs américains de consommer très bon marche, mais qu'elle nourrissait une forme de malinvestissement, moins de productivité, moins d'innovation, une économie moins dynamique. Vance présente cas comme une lucidité économique hétérodoxe. Mais en pratique, quand le numéro 2 de l'exécutif américain remet publiquement en question l'intérêt même d'avoir la monnaie de réserve mondiale, ce n'est pas de l'audace intellectuelle. C'est un aveu de faiblesse habile en théorie économique. Attardez-vous une seconde là-dessus, parce que la piste manquante, c'est l'armée elle-même. Selon plusieurs rapports concordants, les stocks de missiles intercepteurs américains ont été fortement en tame, tout comme les stocks de missiles Attack-MS, en partie à cause de la guerre menée contre l'Iran plus tôt cette année. Les réserves stratégiques de pétrole sont proches de leur plancher historique et selon plusieurs sources militaires, le dernier porte-avions américain encore stationne dans le Pacifique à aide de place vers le Moyen-Orient, laissant la région Pacifique sans porte-avions américain pour la première fois depuis des décennies. Ça ne prouve rien de définitif à lui seul. Un redéploiement peut avoir des justifications opérationnelles ponctuelles, mais mis bout à bout avec le reste, cas dessine une administration qui gère une puissance en surextension plutôt qu'une puissance dominante. Ce sentiment que vous aviez, que le discours officiel sur la force américaine sonnait creux ces derniers mois, il n'était pas exagère. C'était la réalité qui transparaissait malgré le discours. Et il y a un code symbolique qu'on ne peut pas ignorer. Le général iranien Hatami, chef de l'armée de terre, a publiquement moqué la marche arrière américaine sur la stratégie du 2-3 d'Ormuz, disant essentiellement que Washington avait annoncé une position agressive avant de faire volte-face en prétendant plaisanter. Et le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que sur les 9 objectifs officiellement annoncés par les États-Unis et Israël lors de leur campagne militaire contre l'Iran, aucun n'a été atteint. Précision importante ici, ce sont des déclarations d'officiels iraniens, donc à classer clairement comme des affirmations de la partie iranienne elle-même, non comme des faits vérifiés de manière indépendante, mais elles comptent parce qu'elles montrent comment l'échec percu de la stratégie américaine est déjà exploité publiquement par des adversaires pour affaiblir la crédibilité de Washington auprès d'autres nations qui observent. Et c'est précisément là que le premier fil et le second se rejoignent. Le même pays qui n'arrive plus à convaincre ses propres alliés de rester alignés sur lui, en Arabie Saoudite, en Turquie, au Pakistan, en Corée du Sud, est aussi le pays dont le vice-président remet en question publiquement l'utilité de sa propre monnaie de réserve pendant que ses stocks militaires se puisent et que ses porte-avions changent de théâtre en catastrophe. Ce n'est pas un accident de politique étrangère, c'est un schéma. Et il touche simultanément la diplomatie, la finance et l'armée, les 3 piliers qui faisaient tenir la puissance américaine ensemble depuis des décennies.
Il poursuit la BBC pour 10 milliards de dollars sur un tout autre dossier, mais refuse de montrer le moindre document. Il a fait faillite avec plusieurs de ses propres casinos, et aujourd'hui, il gère la politique étrangère et la stratégie de la dette d'une superpuissance. Ça inspire vraiment confiance. Revenez avec moi à la question du deux parts. 5% de rendement sur la dette à 30 ans et un président qui félicite 3 pays de cet organisme sans lui. Vous êtes venu pour comprendre un tweet maladroit sur un pacte de défense. Vous repartez avec la preuve que ce tweet n'était qu'un symptôme d'un effondrement bien plus large qui touche simultanément les alliances militaires, la confiance des marches obligataires et l'état réel des stocks de l'armée américaine. Et rien ne dit que s'arrêter là. Parce que si l'Égypte rejoint effectivement le pacte de la Mecque, comme le laisse entendre Erdogan, si l'Inde continue de renforcer ses liens avec l'ASEAN loin de Washington, et si le rendement des obligations américaines reste durablement au-dessus de 5%, alors la question qui devrait tous nous occuper n'est plus de savoir si les États-Unis perdent de l'influence. C'est de savoir combien de temps un pays peut continuer à se présenter comme la première puissance mondiale quand ses propres alliés cessent, un par un, de lui poser la question. Si cette analyse vous a permis de voir ce que la plupart des chaînes évitent soigneusement de relier entre elles, abonnez-vous à la chaîne, parce que la suite de cette histoire va se jouer dans les semaines qui viennent.